Bonjour, je viens vous présenter une nouvelle vidéo en cinétique chimique sur la chaîne YouTube BacPC. Je vous inviterai aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos. Il s'agit d'une correction de l'exercice numéro 7 en cinétique chimique. Chapitre réputé coriace chez les élèves de Terminal S qui sont en préparation au baccalauréat. Je vais vous offrir un autre exercice qui va vous permettre de bien mettre en place certaines notions. Allez, c'est parti. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur WhatsApp au 7748 53. Nous allons donc commencer par lire l'énoncé. On y va ensemble. 1. À la date T égale 0, on verse un volume V1 égale 500 ml d'eau oxygénée H2O2 de concentration C1 égale 2 10 puissance moins 2 mol par litre. Dans un volume V2 égale 500 ml d'une solution d'iodure de potassium K plus I moins de concentration C2 égale 6 10 puissance moins 2 mol par litre et un peu d'acide sulfurique concentré. 1. Montrer que l'oxydation de l'ion iodure par le peroxyde d'hydrogène eau oxygénée est donnée par l'équation bilan H2O2 plus 2H3O plus 2I- donne I2 plus 4H2O. On donne les couples redox mis en jeu H2O2, H2O, I2, I-. 1, 2. Déterminer les concentrations initiales des ions iodure I- et de l'eau oxygénée H2O2 dans le mélange initial. 1. Déduire le réactif limitant. 2. Les conditions sont telles que la réaction inverse est impossible. Une méthode appropriée permet de suivre l'évolution de la concentration de l'ion iodure restante dans le mélange, dont la température T et le volume V restent constants. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous. Voilà donc le tableau. On donne T en minutes et la concentration de I- en 10 puissance moins 3 mol par litre. Nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20 et 30. La concentration en ion I- restante 30, 27, 24,4, 20,2, 17,6, 15,4, 12,4, 10,6, 9,4 et 8 de 1. Tracez la courbe représentant la variation de la concentration de I- en fonction du temps. On prendra comme échelle 1 cm pour 2 minutes. En abscisse, en ordonnée, nous allons prendre 1 cm pour 2, 10 puissance moins 3 mol par litre. De 2. Déterminer la vitesse moyenne volumique de disparition de l'ion iodure I- entre les dates T égale 0 et T égale 12 minutes. De 3. Déterminer graphiquement la vitesse instantanée volumique de disparition de l'ion iodure I- aux dates T égale 0 et T égale 10 minutes. Comment peut-on expliquer l'évolution de cette vitesse constatée? 3. Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction. Justifier la réponse. Donc voilà l'énoncé donc de l'exercice. Voilà, c'est intéressant et classique. Maintenant, nous allons passer à la résolution. Voilà, à la question donc 1.1, nous allons montrer que l'équation bilan de la réaction s'écrit H2O2 plus 2I- plus 2H3 plus donne 4H2O plus I2. Alors, nous venons de voir que H2O2 donne H2O. Nous allons équilibrer cela. Alors, on sait que ici, il y a 2 O. On écrive les O en multipliant H2O par 2. Du coup, on va faire apparaître 4H. Donc, les 4, il y a 4 atomes d'hydrogène ici. Là, on en a 2. Nous allons équilibrer les atomes d'hydrogène donc en ajoutant 2 atomes d'hydrogène, donc 2H. Voilà, il y a donc 2 plus. Nous allons équilibrer cela en ajoutant 2 moins. Maintenant, quand on regarde l'équation bilan, nous avons ici H3O+. Voilà. Donc, il faut faire apparaître H3O+. Pour cela, il faut remarquer que H3O+,
est formé par H plus H2O. C'est ça qui donne H3O plus. Donc, si nous avons donc un H plus, on a donc un ion H3O plus. Donc, si on a 2 H plus, alors on va avoir donc 2 H3O plus. Donc, ce qu'on va faire, on a 2 H plus, on va ajouter donc 2 H2O de ce côté-là. Voilà, on va ajouter aussi de l'autre côté 2 H2O. Alors, cela va faire donc 2 H3O plus à gauche et 2 H2O plus 2 H2O, ça fait donc 4 H2O. Donc, voilà donc le principe, donc l'astuce pour écrire l'équation, la demi-équation avec H3O+, il est plus simple et plus efficace d'écrire la demi-équation avec H+, puis maintenant d'ajouter H2O de chaque côté, on obtient la demi-équation avec H3O+. Donc, on obtient alors H2O2 plus, plutôt donne, voilà, 4 H2O et 2 H3O+. Voilà, on obtient donc H2O2 plus 2 H3O+, plus 2. Voilà la demi-équation. Alors donc la demi-équation elle est là. Maintenant I- donne I2, on équilibre donc les I, ça fait donc 2 ici et on a 2 moins à gauche, donc 2 électrons à droite. Voilà, on regarde par la suite les coefficients portés par les électrons. Voilà, et la demi-équation elle est équilibrée, elle est notée. Voilà l'équation bilan de la réaction. Ou bien on pourrait écrire l'équation bilan avec H+. Là c'est plus simple, hein, écrire l'équation bilan avec H+. Voilà. Une fois qu'on écrit l'équation bilan avec H+, maintenant on ajoute autant d'H2O égale que d'ion H+. Voilà. On a 2 H+, ici, on ajoute 2 H2O. Voilà, de part et d'autre de l'équation bilan de la réaction. Voilà donc les deux manières de faire, n'est-ce pas, pour écrire l'équation bilan de la réaction. Mais je trouve que la deuxième méthode est plus simple. On écrit l'équation bilan avec H+, et on ajoute H2O, n'est-ce pas, de part et d'autre. On va ajouter autant de molécules d'eau que d'ions H3O+. J'espère que vous avez bien noté. Voilà. Et on retrouve la même équation. Donc voilà. Maintenant, à la question 1-2, nous allons déterminer la concentration initiale de H2O2 en eau oxygénée et de I- dans les mélanges ainsi que le réactif limitant. Alors, on rappelle H2O2 et I-, donc les concentrations et les volumes sont donnés. On va leur associer des nombres de moles N1 et N2. La concentration de H2O2 initiale, c'est N1 donc sur le volume total du mélange. Et la concentration de I- initiale, c'est N2 simplement sur le volume total du mélange. Voilà. Donc nous avons H2O2 volume V1 500 ml, KI volume V2 500 ml. On a également les concentrations qui sont données. Le raisonnement se fait toujours par les nombres de moles. Donc H2O2, son nombre de moles initial c'est C1V1. I- son nombre de moles initial c'est C2V2. Donc les concentrations sont données par les nombres de moles divisés par le volume total. Voilà. Donc on a C1V1 sur V1 plus V2. Voilà, C2V2 sur V1 plus V2. Par la suite, nous allons faire l'application numérique. On trouve donc que la concentration initiale de H2O2 c'est 10 puissance moins 2 et la concentration initiale de I-, ça fait donc 3 10 puissance moins 2 donc mol par litre. On va remarquer que la concentration initiale de I- sur 2 est donc égale 1,5 10 puissance moins 2 et elle est inférieure à la concentration de H2O2 initiale. Cela montre donc que H2O2 est le réactif limite et le réactif limitant ou le réactif en défaut.
I- et le réactif limitant. De 1 maintenant, nous allons donner la courbe de variation de I- en fonction donc du temps. Voilà, on nous a donné donc les valeurs, tout est donné par l'énoncé. Passer à la représentation graphique. Donc voilà la courbe de variation de la concentration de I- en 10 puissance moins 3, n'est-ce pas, en fonction du temps. C'est une courbe donc qui quitte 30, 10 moins 3 pour, n'est-ce pas, décroître. Voilà, jusqu'à la valeur finale. Alors il faut comprendre ici que c'est H2O2 qui est le réactif en excès, ce qui fait que cette courbe-là, elle va tendre vers une asymptote horizontale, mais qui est différente de 0. J'espère que vous avez bien noté. Nous avons eu à mettre ça en place dans les vidéos précédentes. Bien, à la question 2.2, déterminons la vitesse moyenne de disparition des ions I- entre les dates t égale 0 et t égale 12 minutes. Alors, par définition, la vitesse moyenne de disparition des ions I- il est égal à moins delta C sur delta T, qui est donc égal à la concentration de I- à la date T égale à 12 moins la concentration de I- à la date T égale 0 sur T12 moins T0. Rappelez-vous, à la date T égale 0, la concentration de I- initiale, elle est égale à 30 10 puissance moins 3, soit 3 10 puissance moins 2 mol par litre. À T égale 12 minutes, la concentration de I- elle est égale à 12,4 10 puissance moins 3 mol par litre. On fait l'application numérique. La vitesse moyenne donc de disparition des ions I- est donc égale à moins 12,4 10 puissance moins 3 10 puissance moins 2, le tout donc sur 12. On trouve alors que la vitesse moyenne de disparition des ions I- est donc égale à 1,47 10 puissance moins 3 mol par litre par minute. Donc voilà pour la vitesse moyenne. Bien, maintenant 2, 3, nous allons déterminer la vitesse instantanée de disparition des ions I- aux dates t égale 0 et t égale à 10 minutes. Pour cela, nous allons d'abord reprendre, n'est-ce pas, la courbe. On va tracer la tangente à la courbe à la date t égale 0, la tangente donc à l'origine. Et on va simplement chercher son coefficient directeur. Alors, nous savons que la vitesse instantanée de disparition des ions I- à la date t égale 0 ou t égale 10 minutes, c'est l'opposé du coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse, n'est-ce pas, 0 et 10. Voilà. Alors, à la date t égale 0, la tangente, voilà la tangente de la courbe. Voilà, on fait apparaître le fameux triangle rectangle. Voilà. On tombe sur un delta de C qui est égal à 30 et un delta de T qui est égal tout simplement à 9. Parce que cette vitesse instantanée, elle est tout simplement égale moins delta C sur delta T. Voilà. Donc, pour trouver cette vitesse à la date T égale 0, on trace la tangente, n'est-ce pas, à la courbe au point d'abscisse 0, ici, au départ. On trace la tangente. Voilà, nous avons ici un delta T qui est donc égal à environ 9. Et là, nous avons un delta C qui est environ égal à 30. Mais n'oubliez pas, il y a 10 puissance moins 3. Maintenant, la vitesse de disparition des ions I- c'est égal à moins delta C sur delta C. C'est donc l'opposé du coefficient directeur de la droite. En application numérique, on trouve que cette vitesse instantanée de disparition des ions I-, elle est donc égale à 3,33 10 puissance moins 3 mol par litre par minute. J'espère que vous avez bien noté. Maintenant, pour la date t égale à 10, on marque sur la courbe le point, n'est-ce pas, qui a pour abscisse 10. On trace la tangente de la courbe au point d'abscisse 10. Maintenant, on va faire apparaître un delta C et un delta T. Le delta T tombe sur 27,5. Voilà delta T. Et voilà delta C. Delta C tombe sur environ 21. Environ 21. Là, c'est environ 27,5. Donc, la vitesse instantanée, c'est le coefficient directeur. Donc, c'est l'opposé du coefficient directeur de la tangente. On obtient donc 21 sur 27,5. Voilà, on obtient donc
moins delta C sur delta T. Donc voilà pour, n'est-ce pas, la détermination de la vitesse instantanée. Disparition des ions I-. Donc la vitesse de disparition de I- est donc égale à 7,64 10 puissance moins 4 mol par litre par minute. On constate alors que cette vitesse, elle va diminuer jusqu'à s'annuler à la fin de la réaction. Cela s'explique par simplement la diminution de la concentration des réactifs. Donc la diminution en général de la vitesse se fait ou s'explique par la diminution de la concentration des réactifs qui est un facteur cinétique. Maintenant à la question 3, nous allons déterminer le fameux temps de demi-réaction graphiquement. Voilà. Pour déterminer graphiquement le temps de demi-réaction, à T1,5, la concentration de U- est égale à la concentration de I- initiale sur 2, parce que n'oubliez pas, la réaction elle est totale. Alors donc on va prendre, n'est-ce pas, la courbe. Nous avons la concentration initiale. Nous avons aussi la concentration finale. Rappelez-vous, au début de l'exercice, nous avions montré que I- est le réactif en défaut. Puisque les ions I- sont les réactifs en défaut, donc la concentration de I- varie de sa valeur maximale jusqu'à 0, la réaction étant totale. Donc le nombre de moles de I- va diminuer jusqu'à s'annuler. De même, la concentration de I- va décroître jusqu'à atteindre la valeur 0. Donc on est sûr que la concentration finale elle est nulle. Donc pour avoir le temps T1,5, on prend simplement ce segment, on marque son milieu et on a la valeur de T1,5. Cela ne nécessite en réalité pas de calcul. On peut le faire tout à fait graphiquement. On trace ce segment-là, on a 30, on marque 15 et on trouve le point de la courbe qui a pour abscisse cette valeur-là et c'est gagné. Voilà. Donc voilà la valeur finale. Maintenant on prend ces 0 sur 2 qui tombe sur 15. Voilà, on cherche le point de la courbe qui a pour abscisse 15, c'est le milieu donc de ce segment. Voilà. Et on projette ici, on a la date T1,5. Voilà, si on le fait, cette valeur-là, on tombe environ sur 5, 6, 7, environ 8 minutes. Hein? Voilà, donc T1,5 environ égal à 8 minutes. Voilà, j'espère que vous avez bien noté et que vous avez bien compris. Pour une réaction totale, si on a une courbe de disparition, pour trouver T1,5 graphiquement, il suffit simplement de tracer ce segment, de chercher son milieu et de projeter. Si le réactif en question est le réactif en défaut, si ce n'est pas le réactif en défaut, on s'arrête toujours à la valeur finale, n'est-ce pas, et on marque le milieu et on trouve la date T1,5. J'espère que vous avez bien compris en ce qui concerne cette détermination du temps de demi-réaction. Je vous trouverai une vidéo dans laquelle je vous montrerai les différentes, n'est-ce pas, parties, les différentes méthodes pour déterminer ce temps de demi-réaction et les différents cas possibles. Voilà, T1,5 est donc égal à 8 minutes. J'espère que c'est tout à fait. C'est la fin donc de cette belle vidéo. Je vous remercie de votre aimable attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne mais aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos.